là, on voit bien le motif. Hein. On a observé tous, et c'est un des grands classiques du totalitarisme et de la manipulation en général, comment le langage, par exemple, avait été détourné pour faire croire, par exemple, les cas qui remplacent les malades. Donc on sait qu'à partir de la 3e vague, c'était des vagues de cas, ce n'était pas des vagues de malades. Ça ne se traduisait pas par une demande accrue de soins dans les services de soins, mais ça a permis de faire croire que l'épidémie continuait avec des vagues successives. Et Laurent Toubiana, qui est épidémiologiste des infections respiratoires en France depuis 30 ans, a rappelé qu'une épidémie ne fait pas de vagues. Ce n'est pas un lac, une rivière ou une mer. Vous voyez, mais on a tous intégré l'idée de la vague. Moi-même, je m'y suis opposé, même dans Hold Up, j'ai dit, mais les épidémies ne font pas de deuxième vague, ce qui m'a valu beaucoup d'attaques en disant, il s'est trompé, il y a eu une deuxième vague, mais ce n'était pas une deuxième vague. Une deuxième vague, ça aurait été quoi? Parce que c'est ça qu'essayaient de faire croire les autorités à ce moment-là. C'est grâce au confinement, on a pu contenir l'épidémie, elle s'éteint. Mais si les gens recommencent à vivre normalement et deviennent indisciplinés, ils vont se recontaminer et ça va faire une deuxième vague. Et ça, c'est faux de chez faux. Ça n'existe pas, ce genre de phénomène. Moi, j'ai dit publiquement qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Pour la petite histoire, j'ai regardé Hold Up 2 semaines avant sa sortie. Il y avait déjà eu le rebond épidémique de l'automne, mais je n'ai pas demandé à Bardanias de le couper. Déjà parce que j'assume mes propos, mais parce que ça restait vrai. Et il n'y a pas eu de vague dans l'épidémie. Il y a eu des variants successifs qui ont fait des épidémies plus ou moins sévères, mais à partir d'un moment, il n'y avait plus de malades, pas de manière anormale. Mais il y avait les vagues de cas, ou bien les anti-masques. Hein? Alors la revue Cochrane vient de confirmer ce qui était déjà dans le plan pandémie de l'OMS en 2019 et qu'on a toujours su, c'est que le masque en population générale ne sert à rien. Mais les journalistes nous ont tout de suite, c'est ça tout le jeu du langage, catalogué comme anti-masque, c'est-à-dire anti quelque chose qui protégeait la population et qui faisait sens. Ils auraient pu nous appeler des pro-sciences ou des gens raisonnables, mais évidemment qu'ils ont préféré nous appeler des anti-masques. Donc on peut, par le langage, jouer sur un ensemble de choses. Et évidemment que c'est particulièrement préoccupant de voir aujourd'hui comment la presse, qui est censée être vigilante par rapport à ça, on apprend ça en première année d'école de journalisme, de faire attention aux étiquettes qu'on colle. Un Africain a agressé une vieille dame au paquis. Non, on ne fait pas comme ça. On peut mentionner éventuellement son origine si c'est pertinent par rapport à l'article, mais on ne tague pas, on ne catalogue pas. Et là, on voit que tout ça est passé par la fenêtre. Donc ça, c'est une chose. Mais l'autre, c'est effectivement de jouir d'une licence à peu près absolue dans le fait d'énoncer des choses aussi absurdes qu'il est possible, tout en prétendant qu'elles sont scientifiques. Et c'est là où toute cette granularité est tellement importante. Et ça s'est fait, ou plutôt ça a été autorisé par une méthodique perte d'éducation épistémologique et aux humanités au sens large dans le champ de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui se présentent comme des scientifiques et croient l'être sont des gens qui ont appris à appliquer des méthodologies, mais pas à se demander si la méthodologie est adéquate ou pas. Et en fait, moi qui viens d'un domaine, effectivement, où on n'est pas très axé sur les équations et les statistiques, parce que les réalités humaines, c'est plus complexe que ça, je suis obligé de repérer qu'il y a en fait tout un ensemble de démarches de connaissances qui sont souvent un peu snobées par les scientifiques, comme si elles étaient inférieures, alors qu'en fait, elles sont largement supérieures en termes d'intelligence. Je pense à l'histoire. Un historien qui cherche sur la base des documents dont il dispose à reconstituer ce qu'il en était à une certaine époque et la manière dont les gens ont interagi, sont obligés d'être intelligents parce qu'il n'y a pas des données à mettre en statistique. Le type qui a des données à mettre en statistique, il n'a pas à être intelligent. Vous voyez ? Tamedia, qui possède des canards devenus odieux en Suisse romande, dont la Tribune de Genève et 24 heures, appartient à un groupe Axel Springer qui vient de se dire, mais finalement, on n'a pas besoin de journalistes, l'intelligence artificielle suffit, donc on va licencier des gens. Mais voyez comme c'est intéressant. C'est-à-dire que si les journalistes avaient fait leur boulot, ça serait inenvisageable de remplacer un journaliste consciencieux, honnête et créatif par une intelligence artificielle qui, par définition, n'est pas intelligente. Vu que l'intelligence est une propriété du vivant. Donc ça peut être du bon calcul, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas intelligent. Mais à force d'avoir été aussi bêtes et de s'être autant reniés, ils ont finalement fait la démonstration qu'ils étaient dispensables. C'est intelligent comme stratégie.
Mais en attendant, un bon journaliste, un bon historien, un exégète, si vous vous intéressez à la théologie, vous voyez la qualité de l'exégèse des textes néo-testamentaires ou vétérotestamentaires aujourd'hui, c'est somptueux. Dans la Genèse, il y a 3 fils de narration entremêlés. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a 2 créations de l'homme et de la femme. Il y a l'histoire de la côte qui fait beaucoup râler les féministes à juste titre. Ça, c'est une tradition. Puis il y en a une autre qui dit que non, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et puis il y a un 3e fil narratif qui est un ensemble de mythes babyloniens. C'est un résidu de la déportation à Babylone du peuple juif. Et donc aujourd'hui, on peut, avec l'exégèse, et notamment avec des moyens informatiques qui permettent sur le plan lexical de repérer la prégnance de certains thèmes et donc d'identifier les fils, arriver à une compréhension profondément fine de la réalité. Et donc, de tout temps, je ne sais pas ce qu'il en a été pour toi, mais les bons maîtres dans des disciplines scientifiques disaient à leurs étudiants, mais si vous voulez grandir en compétences dans votre domaine, allez au concert, allez dans les musées, allez dans les expositions, allez voir du théâtre. Pourquoi ? Parce que la compétence pure, méthodologique, est nourrie par tous les apports d'intelligence qui peuvent naître de l'extérieur, et notamment de la distinction entre la logique et l'illogique. Dans le canton de Vaud, ils viennent d'adopter les nouveaux manuels scolaires qui simplifient l'orthographe. Donc, oignon, vous pouvez l'écrire O-G-N-O-N. Ben, c'est pas logique que ça soit O-I-G-N-O-N. Mais bien sûr que c'est logique étymologique. Hein? Oui, ça, c'est une façon de gommer le passé, c'est ce qu'on veut faire. Exactement. Et donc, vous voyez, ça a des implications majeures, mais en fait, il y a une déculturation, ou une déshumanisation qui va, c'est là on en revient à l'anthropologie de Marie-Estelle Dupont, c'est que si on n'arrête pas d'effacer la réalité de tout ce qui nous constitue dans notre réalité humaine, eh bien, nous devenons inévitablement des ignorants, les pires ignorants étant ceux qui prétendent savoir. Et aujourd'hui, c'est la définition même du scientiste ou de ce journaliste de la RTS que j'avais interpellé par rapport au fait qu'il donnait la parole qu'à Didier Pittier et Samia Hurst, et qui me répondit « Oui, mais c'est quand même mieux d'inviter les scientifiques. » Vous voyez ? Mais là, on est dans du Ionesco, c'est-à-dire qu'il y a... je me suis beaucoup construit avec Ionesco, le théâtre de l'absurde. C'est vraiment ce moment où les mots et les idées deviennent folles parce qu'il n'y a plus rien qui les contient. Et effectivement, cette idée que chacun a sa vérité, et qui en fait, là encore, c'est très habile, collige 2 choses. La première, c'est qu'il y a une subjectivité qui fait que 2 personnes ne verront jamais la même chose de la même manière, et donc oui, il y a un sens subjectif de la réalité qui est incontestable. Mais d'un autre côté, il est évident que des méthodologies de compréhension et de recherche peuvent produire des fruits, et à nier ça au motif de la subjectivité, vous voyez ce que je veux dire, ça revient encore à complètement brouiller les repères. Et moi, combien de fois ai-je entendu « Oui, mais vous n'avez pas la vérité absolue. Oui, mais vous ne pouvez pas prétendre détenir la vérité. » Mais quand je vois qu'une étude est truquée et que je peux montrer où et comment elle est truquée, c'est pas une histoire de prétendre avoir la vérité absolue. C'est le fait de savoir qu'il y a une différence entre quelque chose qui est truqué et quelque chose qui n'est pas truqué. Ça, c'est quand même quelque chose que tout le monde peut comprendre. Une nourriture où il y a du poison, une nourriture où il n'y a pas de poison, c'est pas la même chose et c'est pas chacun sa vérité. Parce que vous bouffez l'une, vous crevez, vous bouffez l'autre, vous irez bien. Et aujourd'hui, cette annihilation de toute intelligence autour des phénomènes, et qui forcément passe par un certain effort de pensée, est en train de générer ça. Alors, effectivement, on confond fait et opinion. Un fait est un fait. D'ailleurs, un fait ne contredit rien, il est. Voilà. L'opinion, c'est autre chose. C'est le rapport qu'on va établir avec un fait. Et il y a toujours eu une subjectivité. Il suffit de regarder les témoins d'un accident de la route. Chacun va voir une chose différente. Toujours est-il qu'il y a bien eu un accident. Mais par contre, la façon dont l'accident s'est produit, avec la subjectivité des témoins, ça a toujours été pris en compte. D'ailleurs, c'est l'une des difficultés de l'enquête de police. C'est d'arriver à essayer de faire émerger quelque chose qui ne sera jamais objectif. D'ailleurs, la science n'a jamais prétendu être objectif. Elle parle d'intersubjectivité ou d'interobjectivité. Alors, on a bien vu, autrefois, était déclaré malade quelqu'un qui avait des signes cliniques. Ben, pendant la crise, c'était un test RT-PCR qui vous rendait malade avec la subjectivité, puisque même l'inventeur du test, enfin, l'inventeur du procédé, la polymer chain reaction, la PCR,
qui permet d'amplifier un fragment d'ADN, avait bien souligné qu'il ne fallait pas l'utiliser comme un moyen de tester les gens soumis à une épidémie, parce que c'était trop subjectif. On pouvait rendre n'importe qui, c'était un nombre de cycles qui amplifiait. Et bien maintenant, dans la crise, est malade, pas quelqu'un qui a été observé cliniquement par un médecin avec des signes cliniques, mais tout simplement un test vous déclare malade. Comme un mot vous déclare complotiste. Voilà. Donc, on sait très bien que le langage, c'est la première chose qui est modifiée quand il y a un changement de régime. Le langage, c'est la première forme d'adaptation au monde réel. Le langage, c'est ce qui nous permet d'avoir une espèce de transformation de la réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il fallait créer des étiquettes, il fallait classer. Et c'est très habile parce que si chacun est au centre de son monde, ben, il n'y a plus d'unité sociétale. Chacun va être au centre de sa réalité et on va vers ce que nous proposait Yuval Noah Harari pour les inutiles, c'est-à-dire les métaverses et les choses où chacun aura sa subjectivité. Il n'y aura plus de faits réels, il n'y aura que des opinions. Or, une société basée sur des opinions, ce n'est pas une société viable, ou alors ça sombre dans une forme de société totalitaire. Alors, toute cette dérive, on voit derrière l'amplification de ce qu'avait perçu William Blake, ce poète graveur anglais, puisque quand la physique classique triomphait avec la mécanique céleste et tous les développements de la physique newtonienne, il a déclaré « Dieu nous protège de la pensée unique et du rêve de Newton ». Donc il avait compris que la science allait apporter la quantification, la calculabilité, et qu'à partir de là, toutes les disciplines qui construisent un individu, j'avais un professeur de philosophie qui disait « la science fait les ponts, l'art fait les hommes ». On est fait à la fois par des disciplines comme la littérature, le cinéma, les relations avec les autres, et puis on a aussi le devoir de se construire rationnellement. Ça a toujours été comme ça. Les Égyptiens, dans l'Antiquité, distinguaient la logique rationnelle à la logique du cœur. Donc on apprend beaucoup en fréquentant d'autres disciplines, et tout scientifique qui a atteint une certaine créativité est nourri d'autres disciplines. Vous avez votre savoir-faire, mais c'est parce que vous avez été nourri de poésie, de littérature, d'histoire, que peut-être vous pourrez aller au-delà de l'ingénieur brillant pour aller vers le créateur. Et la créativité, elle doit être nourrie par un imaginaire. Donc Gilbert Durand, un sociologue de l'imaginaire, n'a fait qu'insister là-dessus. Et on voit bien d'ailleurs, quand on regarde les grandes découvertes scientifiques, c'est l'imaginaire qui joue. Les pères fondateurs de la physique quantique avaient un imaginaire très très riche. Niels Bohr était nourri de philosophie taoïste, Schrödinger de philosophie hindouiste, la cosmogonie indienne, etc., etc. Donc ils ont eu un imaginaire nourri. C'est d'ailleurs ce qui les a frappés quand ils ont découvert le continent quantique, c'est qu'ils étaient surpris de voir que les philosophies hindouistes, la cosmologie Samkhya, avaient découvert la même chose que la physique quantique. Mais évidemment, les points d'entrée étaient différents. Dans un cas, c'était l'être-étude, l'état d'être qui avait amené ça. Dans l'autre, c'était une vision plus théorique. Donc, l'atomisation de la société, elle passe par l'atomisation du langage, elle passe par l'atomisation du fait qui est transformé en opinion, elle passe par un chaos intérieur, et tout ça est prévu. Donc à ce moment-là, faisons attention d'un point de vue épistémologique. Ce qui est dénoncé, c'est pas forcément quelque chose qui est un accident, mais c'est quelque chose de planifié, dans le but d'aller vers une chaotisation de la société. Puisque finalement, ordre et chaos, quand vous avez un cristal qui va se transformer en liquide, il y a une espèce de chaotisation, il y a tous les liaisons entre les atomes sont détruits, c'est exactement ce qu'on a vu. On passe d'une société où l'individu est en relation avec les autres à une société où on est individualisé. Et on est individualisé avec une vision du monde qui est uniquement perçue par le centre de l'individu et non pas par des faits qui peuvent être objectivés ou intersubjectivés. Donc, mais il y a toujours un principe de résistance. Et finalement, si on nous propose une nouvelle religion ou qu'on combat les sociétés traditionnelles, c'est parce qu'on veut éradiquer le passé.
C'était l'obsession du monde communiste, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien du tout avec l'histoire tsariste de la Russie au profit de l'aventure communiste avec l'Homo soviéticus, qui devait être un homme nouveau, dégagé de tous les atavismes de son histoire, de la famille, etc. Un homme, un surhomme, c'est exactement vers cette direction qu'on veut nous amener. Et donc, il faut gommer tout le passé. Donc, il faut gommer le passé occidental avec tout ce développement épistémologique. Il faut gommer notre histoire. D'ailleurs, vous voyez bien, par exemple, en France, c'est un véritable scandale. On a interdit l'ouverture aux archives de France. Un historien professionnel, c'est un historien qui travaille sur archives. Quand on commence à confisquer l'histoire de son pays, ça veut dire qu'on veut complètement couper le pays de son passé pour l'amener vers une direction. Il y a un proverbe qui dit « quand on ne sait pas où on va, il faut qu'on sache d'où on vient ». Donc si vous ne savez plus d'où vous venez et en plus vous ne savez pas où vous allez, vous êtes en grand inconfort. Vous savez que les esclaves africains, quand ils étaient amenés dans des pays où ils allaient être mis en esclavage, s'ils ne savaient pas où ils allaient, ils se suicidaient parce que beaucoup d'Africains avaient besoin de savoir où ils allaient. Ils avaient encore la notion de d'où ils étaient partis, mais ils ne savaient pas où ils allaient. Donc, cette vision, ça a pour but de développer une nouvelle religion, une religion dogmatique où il n'y a que des opinions et non pas des faits. Vous n'avez plus le droit, entre guillemets, de penser sous peine d'être un hérétique. Vous devez obéir au consensus, la glorification de la souffrance. Là, vous avez vu qu'on envisage de diviser par 2, c'est digne de l'UNESCO, les doses d'antidouleur, parce que ça va limiter l'effet serre. Où est le rapport ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une relation de cause à effet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et au bout d'un moment, il y a une espèce d'absurdistan qui se met en place et qui chaotise le cerveau. Et donc, au bout d'un moment, les gens n'ont plus du tout de repères et ils ne savent plus. Ils savent plus. Alors moi, ce que j'ai observé dans le milieu des scientifiques, c'est vraiment intéressant. Je disais, c'est un tout petit peu caricatural comme toute généralité. Mais c'est que finalement, vous avez les grands scientifiques qui sont extraordinairement humbles par rapport à leur savoir. Didier Raoult a dit très vite, mais tout ce que je sais en microbiologie est susceptible d'être mis en question un jour. Et à un moment donné du futur, tout ce dont je suis convaincu aujourd'hui passera comme étant des façons très archaïques de voir. Les méthodologies de recherche, les instruments, les modélisations vont évoluer. Et donc, ce qu'on voit vraiment avec les vrais scientifiques, c'est cette profonde humilité du chercheur et avec un engagement à la vérité au sens noble, pas au sens idéologique. Je cite souvent cet exemple. Si par exemple vous êtes un grand scientifique qui avait découvert quelque chose de révolutionnaire et qu'on a donné votre nom à cette théorie, la théorie Bobola du plasma en physique, et puis que quelqu'un arrive avec une expérimentation qui infirme la théorie Bobola, si Bobola est un vrai scientifique, ce qu'il est, il sera ravi. Oui, bien sûr. Il sera ravi. Parce que l'intérêt, c'est pas d'être propriétaire d'une théorie et de capitaliser dessus. Ça, c'est des réflexes politiques ou commerciaux. Mais c'est la compréhension, c'est la qualité du savoir, et tout ce qui vient contester ce dont on est convaincu de bonne foi est bon à prendre. Et puis après, vous avez toutes ces strates de fonctionnaires de la recherche qui sont en fait les petits chefs, les sous-chefs, les sous-sous-chefs, les sous-sous-sous-chefs, et qui, eux, n'ont pas du tout cette complexité ni personnelle ni intellectuelle, et qui sont dans des relations extraordinairement dogmatiques, consensuelles, autoritaires. D'où toute cette idée du consensus scientifique qui est déjà en soi une beuverie. Si les journalistes avaient pour 3 sous d'intelligence, ils se rendraient compte de l'énormité que c'est de dire une chose pareille. Pourquoi ? Parce que toute compréhension nouvelle vient forcément en contradiction du consensus. C'est aussi bête que ça. Si vous restez dans le consensus, vous stérilisez tout et vous faites du surplace. Pourtant, vous avez quand même des présentateurs télé qui osent dire « mais quand même !» Il y a un consensus scientifique et la science, c'est le consensus. Donc vous voyez, des énormités pareilles. Et puis après,
il y a le lumpenprolétariat de la science, c'est-à-dire tous ceux qui bossent réellement, les laborantins, les chercheurs, les assistants, et qui, eux, sont de nouveau très humbles et très ouverts. Et en fait, le problème qu'on a, c'est vraiment un problème sociologique, en fait, socio-économique. C'est ces castes de privilégiés qui se sont accaparés un pouvoir, et dont, en fait, le pouvoir, contrairement à Bobola et sa théorie, dépend de la permanence de ce à quoi ils adhèrent. Si tout d'un coup on démontre que ce n'est pas ça, ils perdent ce qu'ils ont. Et ils perdent toute justification à la porter. Et là, il y a vraiment une réflexion à porter sur la déshérence de nos élites, comme les appelle Maffezoli. Les élites, pas dans le sens qui aurait des supériorités, mais ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Administrative. Ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, ceux dont l'opinion compte. Je le connais à mon modeste niveau, puisqu'avant la crise Covid, je faisais partie de ceux qui avaient le pouvoir de dire. On m'invitait souvent pour me faire décrypter des phénomènes de société. Puis j'ai été éjecté de ça, c'est-à-dire que je n'ai plus le pouvoir de dire, ou alors sur des blogs, parce que tout n'est pas encore entièrement contrôlable. Mais vous voyez, c'est vraiment ça le problème, c'est cette politisation de la science qui représente vraiment une difficulté majeure. Cela dit, je pense en ce qui me concerne que le moment, alors là je pense qu'on vous a quand même un peu plombé avec toutes nos considérations pas très joyeuses, c'est normal, ça fait partie du processus. Relax, mais on est des gens positifs, sympas, on va pas vous laisser comme ça. Donc moi je vais m'intéresser à la perspective d'après. Parce qu'en fait, ce qu'on observe maintenant, et c'est là aussi la fécondité de ce moment-là, c'est que l'imprégnation par du simulacre, c'est-à-dire de la fausse description de la réalité des esprits, conduit à l'équivalent d'une dérive sectaire. Il y a un député à la Chambre des communes britannique, hier ou avant-hier, qui a pris la parole pour émettre une interpellation sur les effets indésirables. Les autres députés sont sortis de la pièce. Louis Fouché a témoigné du fait que quand il parlait, quand il était encore à la Conception, avec des collègues de l'ivermectine, très vite, les gars disaient « arrêtons de parler de ça. Ça devient insupportable de parler du réel quand on est dans une bouffée délirante. » Et la bouffée délirante peut devenir tellement convaincante qu'elle peut conduire à faire des choses qui sont profondément contraires à notre instinct de survie. On se souvient de l'ordre du temple solaire, ils sont tous partis vers Sirius. Bon, j'espère qu'ils sont bien arrivés, mais en tout cas, ils sont bien partis. Et donc, pour qu'un groupe de gens puisse se dire, maintenant, hop, on va aller vers Sirius, c'est cool les mecs, on sait comment ça se passe, il faut vraiment que ça ait disjoncté, mais c'est exactement ce dans quoi on est collectivement aujourd'hui. Les va-t-en-guerre qui prétendent que la Russie a envahi arbitrairement l'Ukraine sans aucune raison et que pour préserver la liberté, il faut faire la guerre à la Russie, les socialistes en Suisse et d'autres, c'est des gens qui sont dans un délire sectaire grave. Parce que quand vous regardez la réalité des choses et que vous demandez aux vrais spécialistes comme Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse qui a travaillé avec l'OTAN sur la situation en Ukraine pendant des années, il vous dit attendez, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on sait, avec notamment la propagande de guerre américaine, à quel point ils sont forts pour faire croire des choses qui sont fausses. On a tous à l'esprit cette infirmière koweïtienne en larmes expliquant comment les soldats irakiens étaient entrés dans des services de prématurés, avaient jeté les prématurés par terre. Vous savez, c'était la fille d'un ambassadeur koweïtien aux États-Unis qui avait été drillé par la CIA pour faire ça, mais la population a accepté l'idée qu'il fallait partir en guerre. Donc voilà, il y a quand même des savoir-faire particulièrement agissants derrière. Et mon éminente avocate, Virginie de Araujo-Recchia, a déposé plainte contre le gouvernement français et le mouvement La République En Marche pour dérive sectaire. Parce que les qualifications judiciaires sont là. C'est du même ordre, c'est de la dérive sectaire. Alors ça, c'est le côté on est mal barré, donc ça nous plombe. Merde, on est dans une dérive sectaire et ils y croient tous. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'au fond, ça pointe du doigt quelque chose de très fondamental pour notre espèce et qui, au fond, de mon point de vue, n'a jamais été adressé collectivement comme il aurait dû l'être. On sent tous que notre espèce, elle n'est pas encore parvenue à franchir un cap. On a des bonnes idées, on a des bonnes intentions, mais la Constitution fédérale, c'est à la manière dont elle traite le plus faible de ses membres qu'on reconnaît la qualité d'une société. Ouais. Mais quand on crée de l'apartheid sanitaire, quand on stigmatise des gens qui voient bien les choses, quand on se dit s'ils sont malades, il ne faut pas les traiter quand même, les plus faibles des membres, il ne faut pas pousser.
on voit qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Et donc, moi qui suis anthropologue, ce qui m'intéresse toujours, c'est le devenir de l'espèce, sachant qu'on est la seule espèce à avoir cette plasticité évolutive. Aucune autre espèce ne change ses conditions de vie et sa propre neurologie comme la nôtre. Et donc, on a un cap à franchir. Et ce cap, c'est quoi? C'est celui de créer un monde qui soit digne de nous et qui respecte vraiment ces principes qu'on sent être tellement essentiels dans ce à quoi on aspire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y est pas encore parvenu ou qu'on n'y est pas encore arrivé? Et ça nous met sur une autre piste dont mon éminent confrère Yuval Harari a éminemment parlé dans son premier livre qui était absolument remarquable, Sapiens. Et il nous a bien leurrés. Mais finalement, ils ont tous fait le coup. Regardez, Macron, quand il est arrivé, beaucoup de gens ont dit, mais c'est cool, un mec plus jeune, il va moderniser la société, il connaît la finance, mais il est socialiste. Voilà, ça va être bien. Justin Trudeau au Canada, même chose. Moi, j'y étais quand il a été nommé, on se dit chic. Un mec, il a fait du théâtre, il est prof de snowboard, il est pour la libéralisation du cannabis, il va faire bouger les trucs, il demande pardon aux populations amérindiennes pour les torts qu'ils ont subis. C'est un bon type, ce gars. Et en fait, on s'aperçoit que c'est les pires ordures, mais qu'il y a un certain casting là derrière. Et donc Harari, il sort un premier bouquin remarquable, Sapiens, tout le monde le dévore, enfin moi en tout cas, très juste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qui distingue l'espèce humaine des autres espèces, c'est la capacité de créer des fictions. On crée des narrations explicatives du réel. Parce que le réel est très insolite. Ma fille qui a 15 ans maintenant, mais quand elle était très petite, elle a eu une gastro une nuit, et le lendemain elle m'a dit, mais papa, le vomi, ça sort d'où? Eh oui, parce qu'à 3 ans, vous ne comprenez pas que c'est ce que vous avez mangé qui ressort. Vous voyez, c'est insolite. Et donc les cultures humaines donnent beaucoup d'explications sur le monde et pourquoi les choses sont comme elles sont. Alors nous, on considère qu'on est beaucoup plus intelligent que les autres cultures, donc le Big Bang, c'est très raisonnable, et puis les autres cosmologies, elles sont forcément, voilà, après logiques, parce que l'univers ne peut pas être la carapace d'une tortue flottant dans le cosmos. Big Bang, c'est beaucoup plus raisonnable. Mais donc, toujours est-il que nous sommes des êtres de fiction avec cette redoutable caractéristique qu'au fond, nous ne vivons pas la réalité de manière première comme les animaux. Parce que notre cerveau crée en permanence une simulation de réalité et c'est dans cette simulation de réalité que nous vivons. Et en fait, ça s'explique pour des raisons assez complexes, mais l'énergie biologique qu'il faudrait pour permettre à notre cortex de traiter toutes les informations en provenance de la réalité serait totalement démesurée par rapport à nos compétences. Donc en fait, nous créons des simulations de réalité les plus vraisemblables possibles et notre cerveau ne fait que vérifier par quelques points que nous sommes bien dans ce dans quoi nous pensons être. Mais en fait, dans la vraie vie, il n'y a pas de couleur, il y a des vibrations lumineuses et c'est tout notre cerveau qui reconstitue. Et ça, c'est une des grandes découvertes des neurosciences, c'est qu'en fait, notre cerveau n'est pas un percepteur de réalité, c'est un simulateur de réalité. Et on voit bien qu'en fonction de ce qu'on simule dans notre simulateur de réalité, eh bien, nous avons une certaine lecture du réel. À un niveau psychologique, c'est très simple. Si je considère que toutes les femmes sont des chieuses, ce qu'un certain nombre d'hommes considèrent, un certain nombre de femmes considèrent que les hommes sont tous des bobets, mais donc, je vais, par le biais de confirmation, chercher en permanence ce qui va confirmer ce présupposé, et je vais probablement passer ma vie avec l'observation que ce présupposé est réel. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est dit de façon plaisante, mais on sait très bien en psychologie l'importance des croyances et des cognitions, et comment, en révisant un certain nombre de croyances et de cognitions, on arrive à vivre une autre vie. Donc en fait, nous avons en nous un pouvoir créateur extraordinaire, mais dont nous n'avons pas conscience. Et qui, à la fois, traite de cette question de la relation au réel. Donc, une fois qu'on sait que nous ne faisons tous que simuler une représentation de la réalité, qui est au mieux très largement inexacte. Ça, c'est la réalité neuroscientifique. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la personne qui vient vous voir en disant « Non, mais vous n'avez rien compris, je vais vous expliquer comment sont les choses. » Elle est convaincue que sa simulation de la réalité est meilleure que la mienne. C'est normal, on est tous égocentriques. Mais la vérité, c'est qu'aucun d'entre nous n'a mieux qu'une très vague idée de ce qu'il existe dans la réalité. Et ça, c'est pour moi le côté anarchiste, mais libérateur des neurosciences.
c'est qu'à partir de là, ce qui est intéressant, c'est comment vous voyez les choses, comment moi je vois les choses, et comment si on se renseigne mutuellement sur notre manière de voir, on peut chacun s'enrichir de la représentation de l'autre. Et c'est là où Philippe l'a rappelé, même la démarche scientifique est une co-construction intersubjective et interdisciplinaire. Donc au fond, il y a une réalité de la connaissance et de la science et de la conscience dont nous commençons à peine à être nous-mêmes conscients. Et si on ouvre cette perspective, alors par exemple, avant l'histoire du Covid, il y avait une ouverture dans le champ académique, dans ce qui restait de sain dans les universités, c'est-à-dire pas grand-chose, sur le fait d'intégrer les savoirs de groupes exclus de l'université, mais qui ont leur propre savoir, des laboratoires d'interconnaissance. Et puis il y a aussi un pouvoir. À partir du moment où je dis oui, il est vrai qu'un certain nombre d'hommes sont bobets, oui, il est vrai qu'un certain nombre de femmes sont chieuses, mais il y a des hommes qui ont fait pas mal d'efforts pour être moins bobets qu'à l'origine, et il y a des femmes qui parviennent à être relativement peu chieuses. Ça veut dire qu'il y a tout d'un coup des ouvertures dans ma vie qui rendent accessibles des réalités qui étaient exclues a priori de ce que je considérais comme étant possible. Et un exemple, alors j'en terminerai avec ça avant de repasser la parole à Philippe, mais que je trouve extraordinaire, c'est de voir par exemple la force mentale des sportifs. Je vous ai déjà raconté cette anecdote, je crois, mais elle est tellement intéressante. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques années, Federer, alors qu'il était déjà âgé, était arrivé en finale de Wimbledon contre Djokovic et avait eu 2 balles de match au 5e set à 8-7 si je me souviens bien. Donc il menait 40-15, et il galvaude les 2 balles. Le 5e set continue, il n'y a pas de tie-break au 5e set, il y a encore quelques jeux, et c'est Djokovic qui finit par gagner. Le public prend fait et cause pour Federer, qu'il aimerait bien voir gagner une dernière fois. Et après le match, les journalistes demandent à Federer, mais vous avez dû être très frustré d'avoir galvaudé ces 2 balles de match. Et Federer a dit, mais attendez, vous n'avez aucune idée comment ça se passe quand on est un sportif. Je ne peux pas me permettre le luxe de me sentir frustré au 5e set alors que je suis encore dans la course. Ce que je me suis dit, c'est, ok, j'ai raté les 2 balles de match, on s'en fout, je suis encore dans la course et je vais donner tout ce que j'ai pour y arriver. Vous voyez, mais le journaliste, il réfléchit comme un journaliste, pas comme un sportif de très haut niveau. Et Djokovic, le journaliste lui dit, mais Novak, le fait d'entendre la foule crier Roger, Roger, ça a quand même dû vous ficher un coup au moral. Et Djokovic a dit, non mais attendez, vous savez ce que j'ai entendu pendant que les gens criaient Roger, Roger? Moi j'entendais Novak, Novak. Vous voyez? Et ça c'est très intéressant parce que dans cette articulation entre notre subjectivité et la réalité, il y a toutes les discrépances qu'on peut voir, donc c'est compliqué quand on croit qu'est réel quelque chose qui ne l'est pas et vice-versa. Mais ce que montre Djokovic à cet endroit-là, c'est qu'on peut même jouer avec le réel d'une manière qui continue à nous donner du pouvoir d'agir par rapport à ce dans quoi on est. Et j'ai trouvé extraordinaire. Il savait bien que les gens criaient Roger, Roger, mais lui, il a fait le choix d'entendre Novak, Novak pour que ça le pousse de l'avant. Donc vous voyez, il y a tout cet univers de nos cognitions, de notre conscience, qui est la vraie question dure actuellement dans le domaine scientifique, on ne sait pas si on l'apercevra jamais, mais où j'ai l'impression que cette crise, avec tout ce qu'elle peut avoir de désespérant, avoir autant de gens délirer et raconter n'importe quoi, est en même temps en train de faire une espèce de pédagogie négative. Hein, vous connaissez les définitions apophatiques de Dieu. On ne peut pas définir Dieu, donc on ne peut que dire ce qu'il n'est pas, c'est la théologie apophatique. Mais là, c'est comme si nous étions dans une neuroscience de la conscience apophatique. On est en train de voir tout ce que notre conscience n'est pas, et tout ce que la vraie connaissance n'est pas. Alors, c'est douloureux quand on est dans le goulet d'étranglement de ce merdier, donc je souffre avec vous et comme vous. Et puis en même temps, c'est drôlement intéressant, parce que si à un moment donné, on sort de la bouffée délirante, et ça va quand même se produire étant donné tout ce qui sort, je dis quand même par gourmandise. Vous avez vu les Lockdown Files, le fait que le gouvernement britannique en février 2020 ait informé que l'épidémie n'est pas suffisamment grave pour envisager une vaccination généralisée de la population. En février 2020. Tout ça, c'est en train de sortir. Donc moi, je dis, on se pose dans le canapé, on sort le popcorn. Le spectacle est en train de commencer. A priori, ça a l'air bien barré. Mais quand on sera de l'autre côté,
toute la vraie question, c'est comment est-ce que des universitaires ont pu être aussi dogmatiques, intolérants et délirants? Qu'est-ce qui fait que des journalistes sont infoutus de faire leur métier en respect de leur charte de déontologie? Qu'est-ce qui fait que des médecins ont trouvé normal qu'on leur interdise de soigner des gens et qu'ils se sont précipités dans un vaccinodrome, imposer une injection génique interdite depuis le code de Nuremberg en population générale? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est peut-être la perspective heureuse qu'on peut caresser, sans savoir si elle adviendra ou pas. Peut-être qu'on mourra tous dans un holocauste nucléaire d'ici là, on verra. Mais en attendant, c'est quand même une perspective qui se dit, si on traverse le truc, il va y avoir des vrais débats intéressants au niveau social. Et peut-être, comme le dit Maffezoli, c'est sa conviction, hein, il me dit qu'il est très confiant, lui il dit que c'est juste l'effondrement de la modernité, qu'à la fin de chaque période historique, il y a des bouffées délirantes des élites qui veulent conserver le pouvoir à tout prix en agissant des stratégies de la peur. Il a annoncé l'ère des soulèvements. Alors avant-hier, tout le monde disait « ouais, bah, ils sont où ces soulèvements ?» Bon, ben là, la France est en feu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est juste l'effondrement d'un monde, mais évidemment que la bonne nouvelle, c'est une fois que l'aube se lève sur ce tas de débris et ses ruines, on a à faire, on a à penser, peut-être que là, le terrain ayant été déblayé de tout ce qui est en train de s'effondrer aujourd'hui, on va pouvoir aller très vite dans quelque chose de passionnant et ce monde à construire qui soit celui du respect de la subjectivité de chacun, mais sans prendre prétexte de cette subjectivité pour nier ce qui est solide dans notre compréhension du réel, et il y a quand même un certain nombre de choses qui le sont. Hein. Dieu merci que les avions ne sont pas construits sur les mêmes bases méthodologiques que les injections géniques expérimentales. Parce que là, je ne fous pas les pieds dans un avion. Mais comme ça repose sur quelque chose de solide, je prends un ascenseur ou un avion sans problème. Alors, on voit, parmi les choses que j'avais trouvées en termes de créativité, dans les sociétés kabyles, l'adultère est condamné. Et les femmes ont trouvé une créativité incroyable, c'est le bébé endormi. Quand le mari est parti pendant plus d'un an, le bébé est endormi, donc puis il reprend, voilà, il attend le retour du papa. Alors on a j'avais étudié le bébé endormi, c'est très astucieux, donc il y a toujours des astuces. Gilles Deleuze parlait d'usines délirantes du cerveau humain. Et on a le même problème en physique quantique. Qu'est-ce que c'est que la réalité? La réalité, est-ce que c'est uniquement ce que mes instruments de mesure relèvent ou c'est au-delà de ça? Et on voit bien que le futur est multiple, mais à condition de ne pas avoir été formaté. Donc le poète Rainer Maria Rilke disait « Le futur s'infiltre en nous afin de s'y transformer longtemps avant son arrivée ». C'est-à-dire qu'il colonise... C'est une phrase très puissante, notre mental, pour nous amener vers ce que les Américains appellent les prophéties autoréalisées. Donc, dans cette foire au délire, c'est à nous d'avoir un délire constructif, si je puis dire, et d'aller actualiser les potentialités qui nous libéreront. Ensuite, c'est un retour à une vraie spiritualité, et non pas des religions dogmatiques. Et donc, tout ce qui nous se présente à nous, c'est plutôt bienvenu. C'est une forme de psychothérapie collective où chacun, dans son délire, doit canaliser son délire. Et donc, si effectivement on comprend que le futur, c'est un spectre, il n'y a pas un futur, mais des futurs, c'est à nous d'aller actualiser le futur qui nous correspond le mieux. Ensuite, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a la loi matérielle qui est régie par la loi générale, puis il y a une loi spirituelle. Chaque objet... Alors ça, c'est un peu de la physique avant-gardiste, mais quand même vérifié, existe simultanément ici-bas, et oblige à des lois, mais il y a une autre dimension qu'on appelle la loi divine, qui est informationnelle. Et c'est à nous d'aller chercher cette dimension informationnelle divine pour que, effectivement, on puisse mettre en avant ce qui est contraire aux lois matérielles. Il y a une espèce de dualité entre les lois matérielles et les lois divines. Les lois divines autorisent que les lois matérielles n'autorisent pas. Donc, à ce moment-là, la science, et c'est très difficile pour un scientifique de l'admettre, elle est en mesure de décrire les lois matérielles régies par la loi générale, mais est-elle en mesure de décrire les lois divines? Et
Finalement, on est en train de s'apercevoir que Dieu a créé l'homme à son image il l'a créé, hommes et femmes, mais pas dans le sens LGBTQ, je vous rassure. Donc, on retrouve notre pouvoir divin. Et au lieu d'avoir une démocratie représentative avec un pouvoir pyramidal, chacun retrouve sa vraie dimension divine, sa vraie dimension créatrice, son potentiel créateur. Et en ce sens-là, il fallait peut-être passer par là. Après, pendant des années, avoir été mis en jachère d'imagination, le poète Henri Michaud disait « on ne rêve plus, on est rêvé ». On a été rêvé. On a été rêvé. On a créé un mythe, le mythe de la démocratie, le mythe du progrès, le mythe d'une science objective. Tout était mythologie. Et finalement, il faut démythologiser les mauvais mythes pour remythologiser. Alors, interrogé par un journaliste, Jean Cocteau, qui a mis beaucoup de théâtre dans son théâtre de mythologie grecque, le journaliste lui demande « Mais pourquoi avez-vous accordé autant d'importance aux mythes grecs dans votre théâtre ?» Il a répondu « Je préfère les mythes à l'histoire, parce que les mythes, ce sont des choses présentées comme vraies qui s'avèrent fausses avec le temps, alors que l'histoire, ce sont des choses présentées comme vraies qui s'avèrent fausses avec le temps. Le mythe est un mensonge qui dit la vérité, et effectivement, on s'aperçoit qu'on a créé collectivement les mythes, le mythe de la liberté, le mythe de la démocratie, le mythe de la science, comme j'ai dit, tout ça. Et on craint de se reconstruire, et il y avait besoin d'une déconstruction. Donc, c'est à nous aussi de démythologiser tous nos mythes intérieurs pour remythologiser la société. Et ça, en ce sens, c'est un programme stimulant. Merci. Et peut-être juste un exemple par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les groupes d'entraide en santé mentale, où les gens qui ont des difficultés communes s'entraident pour arriver à trouver une solution. Ce qui est complémentaire, le cas échéant, avec ce que le système soignant peut donner. Et par exemple, dans je ne sais plus quel groupe d'entraide, il est dit « c'est uniquement en le partageant avec d'autres que nous conservons ce que nous avons ». Et ça, c'est ce dont parle Philippe. Dans la réalité matérielle, si je donne ce que j'ai, je ne l'ai plus. Je m'en suis appauvri. Mais dans la dimension sacrée, je suis riche de tout ce que j'ai donné. Tout ce que je donne me rend plus riche. Et ce qui est beau, c'est que les deux plans sont aussi existants l'un que l'autre. L'essentiel, c'est de ne pas les confondre. Et c'est là où, effectivement, il y a une question éthique, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire à quoi est-ce que j'aspire dans mes relations avec d'autres et dans ce temps limité de vie terrestre dont je dispose. Et puis, comment est-ce que je peux faire usage de cette créativité? C'était très beau que tu cites Rainer Maria Rilke, parce qu'on voit comment les poètes touchent du doigt des vérités auxquelles la science arrive souvent, mais bien plus tard. Et ta citation sur les mythes est aussi tellement vraie. Combien de mythes dans des cultures natives, autochtones, avaient des compréhensions des interdépendances à l'intérieur des écosystèmes, et nous, occidentaux, avons pris ça comme étant des fables prélogiques pendant des siècles, avant de nous apercevoir que ce qu'il nous avait fallu des siècles pour acquérir comme compréhension était contenu dans le mythe. L'important, c'est de ne pas confondre l'un et l'autre. Voilà. Et c'est là où actuellement, on est dans un moment de simulacre maximal, c'est-à-dire qu'on nous raconte un mythe. Alors Laurent Muchelli, qui est un éminent confrère, directeur de recherche au CNRS, a relevé, non sans une certaine facétie, qu'en fait c'est le mythe des trois petits cochons. Si on est des pauvres petits cochons, il y a le grand méchant loup qui vient pour nous faire du mal, c'est le virus. On peut rien faire, donc on se cache sous la table et on se barricade dans notre maison de petits cochons, mais papa cochon va venir avec le fusil, le vaccin, pour nous sauver du grand méchant loup. C'est dit en rigolant, mais c'est vrai. C'est ça, l'imaginaire collectif de l'histoire de la pandémie, alors qui, bien sûr, joue sur des claviers ancestraux. Notre brave Didier Pittet, qui, s'il a inventé le gel hydroalcoolique, n'a pas inventé le fil à couper le beurre, lui, sur les plateaux télé, arrêtait pas de dire « on n'a jamais rien vécu depuis la grippe espagnole ». Grippe espagnole qui a tué des dizaines de millions de personnes âgées entre 30 et 50 ans. Le Covid, pas de modification de l'espérance de vie en dessous de 70. Et ce scientifique vient glapir sur les plateaux télé qu'on n'a jamais rien vu de tel depuis la grippe espagnole. Vous voyez, on est en plein délire, on est en pleine mythologie. Mais la mythologie, si elle a sa juste place, elle peut dire le vrai. Et au fond, ce que Didier Pittet est en train de dire à ce moment-là, c'est que l'occidental est tellement acculturé aux choses de la nature
qu'il est tellement hanté par la peur de la mort qu'il n'est plus capable de mettre les choses dans leur juste perspective. Et de ce point de vue-là, le mythe de Pittet était intéressant. Mais à partir du moment où on le fait passer pour de la réalité, où on le fait passer pour de l'histoire ou de la science, là on est dans un contresens majeur et c'est des dangers publics. Donc, juste pour la petite histoire, parce que j'aime bien tempêter tant qu'à être sur une scène. L'Université de Genève organise bientôt un colloque sur la désinformation pendant le Covid, où Samia Hurs, qui a toujours rien compris à ce qui s'est passé, Claude-François Robert, qui était prêt à faire enfoncer des cotons-tiges dans le nez des nourrissons âgés de quelques mois, viennent parler de la gravité de la désinformation et comment les gens sont dans la haine en trouvant qu'ils n'avaient rien compris à ce qui se passait. C'est extraordinaire, c'est l'avion qui vole sur le dos, je veux dire. Mais si jamais ils tirent le manche à balai pour prendre de l'altitude, ils vont être mal barrés, les mecs. Donc voilà. Et nous, on est actuellement dans cette position un peu inconfortable, mais que connaît tout psychiatre ou tout membre de famille, d'une personne dans une bouffée délirante. C'est que nous sommes face à des gens délirants qui nous disent que nous délirons de ne pas partager leur délire. Mais en même temps, je crois qu'on aura tous observé que ça nous aura fait un peu de musculation psychique et existentielle. Hein, on grandit quand même à travers ce genre de trucs. Et puis, effectivement, moi, face aux gens trop obtus, je leur dis, mais de toute manière, c'est le temps qui dira ce qu'il en est et qui de vous ou de moi avait raison. Moi, je souhaite que ça soit vous. Bah, si on a fait tout ça en pure perte, bah, effectivement, c'est quand même... Bah, si on a fait tout ça de manière justifiée, bah, tant mieux, ça se justifie. Donc je souhaite que vous ayez raison, mais en fonction de ce qu'on peut observer, c'est pas l'impression que ça donne. Hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est poignant, c'est saisissant, c'est choquant, c'est bousculant, c'est consternant. Puis en même temps, c'est riche, c'est la vie humaine, c'est comme un match de foot, c'est comme... on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le cerveau, il est ainsi fait, c'est que si vous regardez les animaux, face à une situation dangereuse, soit ils fuient, soit ils agressent. La fuite est souvent associée à la peur, et l'agression, c'est la colère. Et souvent, l'agression est sous-tendue aussi par la peur. Bon, ça donne des sentiments... bon. Mais il y a chez l'être humain une troisième voie qui est la fuite dans l'imaginaire, dans les névroses, dans les phobies, dans les psychoses. Donc peut-être qu'on peut éviter les névroses, les psychoses et fuir dans notre imaginaire. Et à ce moment-là, reconquérir cet espace, l'imaginaire créatif. Tous les grands artistes ont été mal dans leur société. Je prendrai l'exemple de Van Gogh ou de Schumann. Voilà. Donc ils ont fui dans la créativité. Alors, fuir dans la créativité, c'est créer un espace très riche, et c'est la meilleure antidote vis-à-vis de ce délire, parce qu'il y a des délires déstructurants et des délires constructifs. Donc, je souhaite que tout le monde puisse mettre dans sa vie un délire constructif. Super, merci. Ouais. Ça fait 3 heures qu'on parle, Liliane, non? Oui, à peu près. Merci.